Bonsoir à tous, bonjour à tous. Des armes crépitent toujours sur les braises ardentes de la crise anglophone. Les déflagrations sont quasi quotidiennes. Les actes barbares de décapitation et agressions mortelles se multiplient. La série noire des crimes odieux révèle une longue liste de victimes, parmi lesquelles figurent des civils, des soldats, des enfants et des femmes. La violence meurtrière et les graves violations des droits de l'homme contre le peuple camerounais du fait du conflit armé ont paralysé le développement politique et économique du Cameroun. C'est en tout cas le diagnostic que pose Jim Rich, président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat américain, exprimant ainsi sa déception et son regret de voir l'incapacité d'un gouvernement à s'engager sur un chemin inclusif et constructif pour la paix et la stabilité. Un an après le grand dialogue national, de nombreux sénateurs américains constatent que la situation sécuritaire se dégrade au plus vite et envisagent à travers une résolution d'imposer des sanctions ciblées contre des membres du gouvernement et groupes armés séparatistes responsables des violations des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone. Il est aussi question de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'adoption d'une résolution ou tout autre moyen de pression amenant le gouvernement camerounais à initier une démarche crédible, inclusive et de bonne foi pour mettre fin à ce conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Au regard de ce projet de résolution introduit par des républicains et démocrates au Sénat américain, la presse camerounaise s'interroge. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, va-t-il se plier devant cette nouvelle pression internationale? Quelles pourraient être les conséquences des sanctions ciblées contre le gouvernement camerounais et les groupes armés séparatistes? Cette résolution est introduite au Sénat américain au moment où le gouvernement camerounais a engagé l'armée à mener à Bamenda une opération de sécurisation au nom de baptême controversé. Bamenda Clean est-elle appropriée lorsque les populations et les Nations Unies attendent un cessez-le-feu durable dans le nord-ouest et le sud-ouest? Dans ce climat de terreur, les élections régionales vont-elles se tenir? Le professeur Maurice Kamto et John Fundi s'y opposent farouchement. Le président national du MRC et le chairman du SDF ont martelé que la révision du système électoral et la fin du conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest sont des conditions préalables et non négociables avant toute nouvelle élection. Cependant, le journal Cameroun Tribune estime qu'il faut aller aux élections régionales pour parachever les institutions de la décentralisation. L'organisation des élections régionales est-elle plus importante que la mobilisation des énergies positives pour sortir le pays d'une crise sociopolitique dans les régions anglophones? Le statut spécial méconnu des populations du nord-ouest et du sud-ouest est-il l'aboutissement de ces élections régionales? Quels sont les enjeux pour le pouvoir et l'opposition dans un contexte où la commémoration de l'assassinat de Ruben Oumniobé rappelle que le Cameroun est encore loin de son idéal, celui d'une construction d'une véritable nation unie, prospère et indépendante? Ces questions brûlantes d'actualité constituent le fil Ariane de cette émission. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Droit des Réponses, une émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de Droit de Réponse, je reçois sur ce plateau Maître Moustapha Ngwana, qui est conseil juridique du SDF, avocat au barreau du Cameroun. Maître Moustapha Ngwana, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau. Merci d'être là ce dimanche. En face de vous, il y a André Luther Meka, communicant du RDPC, le parti au pouvoir. André Luther, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les milliers de téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est un plaisir renouvelé de représenter mon parti, le RDPC, le parti de la paix et de l'intégrité territoriale. Sur le plateau de Droit de Réponse, il est analyste politique, Aristide Monod. Bonjour Aristide. Bonjour Monsieur Nofene, bonjour à tout le monde. Toutes mes salutations à toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs de Droit de Réponse et plus précisément ceux-là qui nous suivent à partir des plateformes de votre programme, les plateformes cybernétiques, parce que de ce côté-là, ça se bouscule généralement pendant que nous sommes ici en studio. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, ça contribue
à stimuler nous autres qui sommes ici en studio et d'élargir un peu des réflexions parce que il serait trop prétentieux de dire que le débat pourrait être clos ou alors vidé ici par des panélistes au-delà de leur expertise. Merci. Et le quatrième panéliste après vous, Aristide Munoz, c'est Edmond Kambia, l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse. Edmond, bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, je salue tous les copanélistes. Nous sommes le 13 septembre 2020. Je voudrais rappeler que le 13 septembre 1958, Ruben Oumiobe, figure emblématique de la lutte nationaliste camerounaise, était assassiné à Libelingoy, dans son maquis de Boum-Niébel, par l'armée coloniale française. Je voudrais à cette occasion rendre hommage à la famille de Ruben Oumiobe, à l'UPC, à tous les nationalistes camerounais et à tous ceux qui s'inspirent de l'UPCisme dans la vie politique camerounaise. Je renouvelle mes amitiés à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Je reste avec vous, Edmond Kambia, pour le fil conducteur de cette émission. Vous le savez, cela fait effectivement 1 an que s'est tenu le grand dialogue national convoqué par le chef de l'État du Cameroun pour répondre aux aspirations profondes, disait-il, des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 1 an après ce grand dialogue national et l'annonce de ces recommandations, est-ce que la situation a changé positivement dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest? Edmond. L'actualité, malheureusement, nous montre que la situation n'a pas changé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 1 an après, on se serait attendu à ce que les recommandations prises lors du grand dialogue national se soient matérialisées par des lois. C'est vrai qu'il y a une loi importante qui est sortie, la loi qui rassemble l'ensemble des textes, n'est-ce pas, le Code général sur les collectivités décentralisées est sorti, mais malheureusement, il n'est pas encore véritablement appliqué en ce qui concerne l'aspect régionalisation. Et c'est vrai qu'il y a des élections régionales qui se préparent dans le souci de la mise en œuvre de cette partie qui concerne les régionales dans le Nord-Ouest, Sud-Ouest et dans l'ensemble du Cameroun, mais pour rester dans la question que vous avez posée, la situation a empiré négativement parce que le grand dialogue visait à taire les armes dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Malheureusement, les armes ne se sont pas tuées. Au contraire, 4 ans après, on a l'impression que le grand dialogue qui s'est déroulé il y a 1 an n'a pas apporté les résultats escomptés. Et la situation s'aggrave davantage depuis quelques jours, à travers la mesure administrative prise conjointement par les responsables militaires sur le terrain et les autorités administratives et municipales, qui vise à empêcher la circulation des motos. Et on a vu très vite que les ambassadeurs ou ceux qui s'en réclament ont décidé également que les véhicules ne peuvent pas circuler. Et du coup, tout le monde est piéton dans le Nozo, en particulier à Bamenda, où une véritable guérilla qui avait commencé 1 semaine avant cette mesure est en train d'empirer la situation des populations qui, chaque jour, quittent ces 2 régions vers les régions francophones. C'est regrettable parce que le contexte dans lequel nous nous trouvons n'est pas approprié pour organiser les élections régionales. Et j'avais dit sur ce plateau, pas plus tard que dimanche dernier, que lorsque on va annoncer les élections, la situation ne sera pas la meilleure du tout. Elle va empirer et c'est ce qui est en train de se passer sur le terrain. Après vous, Edmond Kambia, Maître Moustapha Ngwana, le grand dialogue national avait débouché sur des recommandations, parmi lesquelles le retour des Camerounais réfugiés au Nigeria, le retour des déplacés dans d'autres régions du Cameroun, du fait de ce conflit armé. Avez-vous le sentiment que ce climat d'insécurité observé en 2019 s'est apaisé et peut favoriser un retour à la vie normale dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest? Je crois qu'il ne s'agit pas que d'un sentiment, il s'agit d'une réalité. Le Nord-Ouest et le Sud-Est, les 2 régions ont été déclarées zones économiquement sinistrées. La violence a connu une escalade insoutenable ces derniers temps. Nous avons constaté que de part et d'autre, il y a des violences qui sont inacceptables. Je crois qu'il y a un général ambazonien qui a été tué dernièrement, qu'on appelle Mad Dog.
On a vu que il semblerait que dans son téléphone, on a vu également une kyrielle d'exécution sommaire des populations locales qu'il qualifie très souvent de blackleg, c'est-à-dire de traîtres. Donc aujourd'hui, c'est une lapalissade que de constater que la situation ne peut pas permettre aux populations des régions anglophones de pouvoir rentrer sereinement chez elles. Il faut le dire que malheureusement le gouvernement met toujours la charrue avant les bœufs, parce qu'aujourd'hui on parle de reconstruction et autres, alors qu'il n'y a pas eu de pacification préalable. Vous conviendrez avec moi que le grand dialogue national a été malheureusement une grosse farce. Parce que lorsqu'on parle d'un dialogue inclusif, il faudrait véritablement que toutes les parties prenantes, qu'on ne choisisse pas ses interlocuteurs. Malheureusement, le RDPC a choisi ses interlocuteurs, des personnes qui ne représentaient pas véritablement la voix des contestataires que nous appelons aujourd'hui des amazoniens, à tort ou à raison. Donc ces personnes-là n'ont pas été associées à la discussion. Ça fait qu'aujourd'hui, vous constaterez qu'à travers même le projet de résolution du Sénat américain, on invite au dialogue. Et je me rappelle ici que sur ce plateau, je faisais déjà valoir il y a un an que les conditions dans lesquelles le dialogue se déroule ne sont pas les meilleures. Donc il fallait absolument que tout le monde soit intégré et qu'il y ait des symboles qui soient mis en perspective. Parce que, voyez-vous, lorsque les anglophones se plaignent, ils ont le sentiment d'avoir été floués. Et pendant longtemps, il y a même des expressions qui ont été utilisées pour se moquer de ceux qui avaient participé aux événements de 1961. Donc aujourd'hui, il faut que des symboles soient brisés. L'État unitaire centralisé dans une société plurielle comme le Cameroun ne peut plus fonctionner. Je dis, on doit pouvoir avancer vers une solution qui donne même un fédéralisme mineur. Permettez-moi, passez-moi l'expression, dans lequel ça dit que l'État ne concentre pas l'essentiel des pouvoirs, mais donne quand même une possibilité aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer véritablement. Et si on n'y avance pas, on va se retrouver dans une situation qui sera à la suite incontrôlable. Parce que, voyez-vous, nous sommes au bout du bout en ce qui concerne le règne du président de la République, qu'on le veuille ou non. Je n'ai pas l'habitude de citer les Saintes Écritures, mais ceux qui sont chrétiens ont certainement lu le psaume 90 qui dit que le temps de nos jours dure 70 ans, pour le plus robuste 80 ans. Donc les gens qui ont déjà vécu aussi longtemps, ils sont plus proches de la fin de leur vie que du début. Posez-vous la question de savoir qui pourra retenir les anglophones dans la maison si par extraordinaire le président de la République fermait les yeux aujourd'hui. Malheureusement, au Cameroun, le dauphiné est même interdit. C'est-à-dire que lorsque vous semblez vous présenter comme un dauphin, on fait tout pour vous éliminer, au sein même du camp du RDPC. Donc il faut absolument que les symboles de la centralisation soient brisés. On n'avancera pas dans cette crise. On tuera autant d'anglophones qu'on voudra, mais ça ne donnera rien. Je peux vous dire que si vous prenez même Atangandji, qui semble être un turiféraire du pouvoir, si vous le prenez en aparté, il vous dira au fond de son cœur, j'en suis quasi certain, qu'il est pour le fédéralisme. Tous les anglophones, même ceux qui scandent leur soutien au prince, je vous le dis, lorsque vous parlez en aparté avec la plupart d'entre eux, ils sont pour le fédéralisme. Il faut le leur accorder. Et l'accorder également à tous les Camerounais parce qu'il faut qu'on puisse libérer les énergies. Si on ne libère pas les énergies, je ne pense pas que nous puissions aboutir à une solution qui va permettre au Cameroun de se relever. Il faut que les gens aient l'honnêteté de pouvoir le reconnaître. Le grand dialogue national a été une farce. Et je crois que ce fut une erreur pour la plupart des participants d'y avoir accordé leur crédit. Justement. Parce que plus d'une année après, il n'y a eu aucune amélioration sur aucun plan. Permettez-moi de chuter par là, de sortir par là, je voulais dire, parce qu'en chutant, je peux me faire mal. Le statut spécial des régions anglophones dont on a fait cas. Dites-moi, quel est le texte qui implémente le statut spécial? On va en parler tout à l'heure, Maître Moustapha Ngouana. J'aimerais d'abord avoir la réaction, le regard d'André Luther Meka. Un an après ce grand dialogue national, les lignes ont-elles bougé pour aller vers la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest? Le SDF, à travers son représentant sur ce plateau, estime que la situation est plutôt en train de s'aggraver, preuve de l'échec de ce grand dialogue national. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais d'abord qu'on repose le cadre, parce qu'il faut le dire, nous sommes un pays démocratique. Et chaque fois que le peuple camerounais a sollicité des débats, des concertations avec l'exécutif, ces concertations ont eu lieu. J'entends par là notamment la tripartite, où un certain nombre de mesures, de recommandations ont été mises sur pied, qui sont respectées aujourd'hui. Je voudrais parler du Sénat, de la Cour constitutionnelle et effectivement de la décentralisation.
Il faut dire également que à la suite de cela, il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup, n'est-ce pas, de réprimandes par rapport à un dialogue politique. Et le chef de l'État a concédé le grand dialogue national. Et ce grand dialogue national était effectivement pour résoudre la crise anglophone. Alors, quel était l'objectif, n'est-ce pas, de ce dialogue national qui s'est passé du 30 septembre au 4 octobre, qui a fait 5 jours? C'était effectivement non seulement de résoudre les problèmes de décentralisation parce que le cadre était fixé, mais également de permettre à ce que les peuples, qui sont, n'est-ce pas, les peuples riverains, puissent s'autogérer. Et je crois que à la suite, n'est-ce pas, des recommandations qui ont été données, notamment dans le cadre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il y avait l'autonomie financière, il y avait également la capacité pour eux de gérer, de pouvoir élire leur gouverneur et la libération de ceux qu'ils ont qualifiés de prisonniers politiques. Et je crois qu'à la fin, n'est-ce pas, de ce dialogue national, il y a eu une libération dans les heures qui suivaient, n'est-ce pas, des leaders politiques, notamment M. Maurice Kamto, avec 101 co-détenus, et aussi 333, n'est-ce pas, détenus activistes anglophones. Alors, il est revenu effectivement dans ce dialogue, dans la commission numéro 4, n'est-ce pas, de la décentralisation et du développement local, qu'on pouvait, n'est-ce pas, associer, on pouvait, n'est-ce pas, considérer des spécificités de certaines régions dans leur fonctionnement, et c'est à partir de ce niveau qu'est né, n'est-ce pas, ce que nous avons appelé le statut spécial. Alors, à quoi consiste le statut spécial? C'est inédit. Le statut spécial, effectivement, a un certain nombre d'instances qui sont tout à fait particulières. J'aimerais d'abord dire que quand un régime parle d'autonomie financière, il faut sous-peser tout le mot parce que c'est trop donné. Alors, il faudrait certainement savoir aussi que dans le statut spécial, il y a une instance, je crois, de Public Independent Conciliator, qui doit gérer l'intermédiation entre les services publics régionaux et les communaux et les citoyens. Et il y a 2 chambres. Il y a la House of Chiefs et la House of Divisional Representatives, qui devraient, n'est-ce pas, gérer l'élément exécutif à travers, n'est-ce pas, le président des régions qui va venir à la House of Divisional Representative et le vice-président, n'est-ce pas, de la House of Chiefs. Donc, voilà un peu le cadre. Au-delà de cette architecture, André Luther Meuka, des textes particuliers devaient être rendus publics pour définir et peaufiner les missions et les pouvoirs octroyés à ces différentes régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 1 an plus tard, où en est-on aujourd'hui? Je voudrais d'abord vous dire que, à la suite, n'est-ce pas, de cette architecture est née la loi du bilinguisme, parce qu'il y avait aussi un problème culturel qui se posait. À la suite également, n'est-ce pas, de ce cadre est née la reconstruction, n'est-ce pas, du NOZO, présidé par son Excellence John Gouté et M. Paul Tasson. Donc, effectivement, comme vous pouvez le savoir, on ne peut pas mettre en cadre lorsque, n'est-ce pas, il n'y a pas une construction du pays et lorsqu'il y a un certain nombre de garde-fous ne sont pas encore mis en place. Donc, je suis en train de dire aux Camerounais aujourd'hui que c'est un processus. Et dans le processus, effectivement, on met les bases, palier par palier, cas par cas, de façon casuistique, à ce qu'on arrive, n'est-ce pas, à un tout qui ne pourra plus être un sable mouvant. Il y a eu des objectifs généraux durant ce grand dialogue national, répondre aux aspirations profondes des populations et ramener la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. 1 an plus tard, est-ce que la paix est de retour dans ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Je crois qu'il y a une accalmie précaire. Il y a une accalmie précaire et d'après les informations que nous avons dans le RDPC, il y a des niches de résistance, Mouyouka, Kumbo, mais il y a des institutions qui fonctionnent avec un gel, n'est-ce pas, de la liberté d'aller et de venir des citoyens. Parce que vous n'allez pas me dire que ceux qui participent nettement du fait que l'administration fonctionne, ne fonctionne pas. Et que, n'est-ce pas, les gens ne vivent pas. Sinon, il y aurait des morts de faim. Parce qu'il faudrait bien s'alimenter. Donc, j'ai du mal, parfois, lorsque je suis mon frère et grand frère Edmond Kangia, de faire une sorte de sinistrose, d'envoyer un message, n'est-ce pas, de catastrophisme à ceux qui nous écoutent, comme si nous étions effectivement dans une cité carnage, dans une cité sanguinolente
qui, n'est-ce pas, ne fonctionne pas. Non. Le nord-ouest et le sud-ouest fonctionnent. Il y a des accalmies précaires. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est effectivement ce qu'on appelle des guet-apens. C'est-à-dire que l'ennemi en face, parce qu'il ne peut pas supporter la puissance de feu et la puissance de l'armée, fait des embuscades. Et ces embuscades sont ce que j'appelle médias dépendants, c'est-à-dire que quand on dépêche un Camerounais devant, n'est-ce pas, les vidéos, effectivement, cela embrase la toile, ça embrase les Camerounais et on a l'impression que, n'est-ce pas, toute la ville est gelée. Donc, je crois que c'est une technique aujourd'hui qu'il faille déjà étudier pour pouvoir, n'est-ce pas, juguler cela. Parce que démontrer aujourd'hui que rien ne fonctionne et que rien n'a avancé dans le nord-ouest, je crois que c'est trop dire. Justement, je m'en voudrais. Je voudrais dire à Mika qu'il faut qu'il évite de faire des circonlocutions lorsque nous parlons de questions aussi graves. Il parle d'un calme précaire dans le nord-ouest. Il parle d'un calme. Dans les principales villes, ça fonctionne encore. Non, j'ai dit, il ne faut pas qu'on utilise des mots très savants. Quand il dit accalmie précaire, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de... En réalité, la situation est la même. La situation est la même, puisque quand on dit précaire, ça veut dire que ça a été de courte durée. Donc, ça veut dire qu'il reconnaît que la situation est grave. Il ne faut pas utiliser des expressions pour embrouiller les gens. Mais je vous dis une chose, monsieur Mika. Ça fait 24 ans que nous attendons la décentralisation. Ça fait 1 an que nous avons tenu le grand dialogue national. Dites-moi, quel est le dossier qu'on peut avoir sur la table de la République aujourd'hui qui est plus important que celui-là? Vous comprenez, il n'y a pas de volonté réelle de pouvoir lâcher du lest du côté du pouvoir. Il faut pouvoir libérer les énergies. Il faut éviter cette centralisation-là qui a complètement bloqué la société camerounaise. Si on ne le fait pas, et à brève échéance, je vous le dis, on va s'enfoncer davantage et on va continuer à avoir des personnes comme vous qui viennent à la télévision nous faire croire que ce sont des concessions du chef de l'État. Parce que vous avez dit qu'il a concédé le grand dialogue national. Nous ne lui demandons pas des concessions. Nous exigeons du président de la République qui gouverne le Cameroun. Ce ne sont pas des faveurs qu'il fait. Parce que les mots ont un sens. Et je connais le sens des mots. Lorsque vous dites qu'il nous a concédé le grand dialogue national, c'est du dilatoire. Vous parlez du statut spécial qui n'existe pas. Vous mettez à imaginer moult choses. Les Camerounais ont besoin de choses réelles. On a besoin de pouvoir redonner la vie aux populations du Nord-Ouest. J'ai des amis, j'ai des frères qui sont dans le Nord-Ouest, qui ont cessé de vivre. Et ces personnes-là ont besoin de sentir que l'État pense à eux, pense à elles, je voudrais dire. Donc, monsieur Mika, il faudrait que le gouvernement de la République nous vienne avec des solutions qui nous permettent d'avancer. Tout ce que vous dites, c'est des choses qui sont redites tous les jours et on est sur place. Nous voulons pouvoir avancer, je vous en prie. Alors, ça fait 24 ans que nous attendons. Ce n'est pas et c'est vous. C'est cette hyper-centralisation qui a mené la crise anglophone. Parce que je puis vous garantir que si, au sortir de la Constitution de 1996, ou dans les années 2000 ou plus tard, on avait installé une véritable décentralisation, peut-être que ça aurait été des balbutiements. Mais aujourd'hui, on aurait déjà des ressorts véritables qui permettent aux populations de se prendre en charge. Mais aujourd'hui, il y a déjà une métastase. Il faut absolument pouvoir briser les symboles, je l'ai dit. Et en brisant les symboles, c'est de donner aux populations anglophones le fédéralisme. Parce qu'elles ont le sentiment d'avoir été flouées. Et ce n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. André Lutemeka, la crise anglophone, conséquence de la malgouvernance du régime RDPC. Est-ce que vous êtes d'accord? Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, à ma qualité d'un responsable, je me dis que le problème n'est pas seulement l'État. Le problème, c'est les Camerounais. Parce que ce n'est pas seulement, ça veut dire que l'État a une part importante dans l'affaire. C'est bon, je vais essayer de déblayer ce que je veux dire. Parce que l'État a le devoir de réguler, l'État a le devoir de contrôle. Mais nous, les Camerounais, nous avons le devoir de participer à l'action sociale. Et c'est ce qui me désole. Lorsque un Camerounais vient, il ne condamne pas tous les meurtres qui sont faits par les sécessionnistes. Il ne condamne pas le carnage presque sanguinolent des Bororo qui meurent, mais son problème, c'est d'accuser l'État. Alors, je dis, il y a un discours à deux vitesses. Parce que ce que moi je m'attends ici, c'est que M. Edmond Kamgia et tous les autres appellent les sécessionnistes à déposer les armes, appellent les sécessionnistes à un cessez-le-feu pour qu'il puisse y avoir, n'est-ce pas, une entente, une concertation avec le gouvernement. Mais lorsque vous voyez l'argumentaire qui est développé par Maître Ngwana Moustapha, c'est un argumentaire nettement offensif, un argumentaire qui disculpe un peu
les sécessionnistes. Donc, c'est pour ça que, pour mieux me faire comprendre, mais certains Camerounais sont complices. En commençant d'abord par les hommes politiques. Parce en voulant maintenir cette crise, en voulant nourrir cette crise des arguments de la mort, ils participent en fait à la mort du Cameroun, à leur propre mort. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, si le SDF n'est pas candidat, au régional, c'est parce qu'effectivement ils ont cautionné je vous en prie, cette guérilla. Le SDF, à travers son chairman et ses différents responsables politiques, ont à plusieurs fois proposé au gouvernement des stratégies visant à mettre un terme à cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes, les propositions sur la question du fédéralisme, et la réaction des membres du gouvernement a été de rejeter en bloc toutes les propositions faites par le SDF avant que le chef de l'État ne convoque ce grand dialogue dont les objectifs n'ont pas été atteints au regard des violences observées sur le terrain. Pourquoi toujours dévier cette critique qui est faite au gouvernement sur la responsabilité individuelle des acteurs politiques, alors qu'on sait que l'État du Cameroun a la première responsabilité de celui de la sécurisation et de ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest? J'ai envie de rire. J'ai envie de rire parce que la seule proposition que j'ai vue du SDF, c'était de chanter à l'Assemblée nationale et d'interdire le Premier ministre Philemon Yang de parler. Leur objectif était effectivement d'inscrire cela sur, n'est-ce pas, l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas une solution adéquate. La solution adéquate, c'est que M. Ni John Fundi, que je respecte beaucoup, qui est un digne fils du Nord-Ouest, c'est d'appeler les chefs de famille, c'est d'appeler ses enfants, c'est d'appeler ses frères et de demander à ses frères, nous ne voulons pas que le sang coule, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la solution que nous attendons. Mais nous avons constaté effectivement qu'il a été kidnappé 2 fois. Une fois, nous l'avons vu boire la bière avec les sécessionnistes. Et après cela, rien n'est sorti de là. C'est cette hypocrisie-là qui me dérange. Cette hypocrisie du fait de croire que les gens sont en train de résoudre un problème alors qu'ils sont en train de le nourrir de façon intellectuelle, comme certains le font tous les dimanches, et ne participent pas à la construction du vivre ensemble, à la neutralisation du problème. Justement, après vous, j'aimerais d'abord que Aristide Mono puisse réagir. Vous allez répondre. C'est très grave. Vous allez répondre tout à l'heure, Maître Moustapha Ngwana. Aristide Mono, sur ce climat qui règne dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez analysé les recommandations du grand dialogue national et les objectifs fixés par celui qui les a convoqués, le chef de l'État du Cameroun. C'était en septembre 2019. Un an après, pourquoi ça n'a pas avancé? Pourquoi la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée dans le nord-ouest et le sud-ouest? Je pense que, étant très loin des cercles de décision, il est difficile de dire avec beaucoup d'assurance les motifs réels, en fait, de ces retards dans l'implémentation des résolutions du grand dialogue national. Et je pense qu'on peut relever, entre autres, peut-être, je suis dans des hypothèses, peut-être le manque de ressources. Donc l'État qui serait peut-être en panne de ressources pour lancer, impulser la dynamique qui a été arrêtée au soir du grand dialogue. Il peut y avoir un problème de temps, parce qu'aujourd'hui, il est quand même, il faut le reconnaître, difficile de dire aujourd'hui que ce qui a été arrêté pouvait être implémenté en 1 an. Vous avez par exemple la question du statut spécial. Ça demande toute une dynamique. Nous avons les régionales qui arrivent. Peut-être qu'il faut attendre pour voir comment le processus va avancer. Vous avez le défi de la reconstruction qui ne peut pas être atteint ou relevé en 1 an, parce que nous sommes encore en pleine crise. Vous avez le défi de la réintégration. Donc, est-ce que cela pourrait être fait en 1 an? Il faut également voir de ce côté-là. Il y a maintenant la crise en elle-même. Est-ce que dans des conditions actuelles, est-ce que les conditions actuelles sont favorables à l'implémentation de ce qui a été arrêté lors du grand dialogue? Là, c'est aussi une autre interrogation. Et la dernière, c'est en fait la volonté
du décideur? Est-ce qu'il y a une réelle volonté dans le projet de mise en œuvre des propositions du grand dialogue? Et je pense que c'est là où il faut un peu poser le regard, parce que au-delà de tout, on remarque quand même que le grand dialogue a été une décision quasiment au forceps au regard de certains indicateurs. Déjà avant la tenue de ce dialogue, on a connu un très grand retard dans la prise de décision. La demande a été posée par certains outsiders. En 2016, on a attendu pratiquement 3 ans pour que le chef de l'État se décide. Il y a un autre indicateur qui est celui des clivages au sein même de l'appareil gouvernant, avec l'aile radicale qui était totalement opposée à ce dialogue jusqu'à quelques mois de la tenue du dialogue. Les têtes comme le ministre Katanganji étaient quasiment opposés à ce dialogue malgré l'adhésion du Premier ministre chef du gouvernement au projet du dialogue. Ça, ce sont des indicateurs qui sont liés au prologue de ce grand dialogue. Maintenant, la confection de l'agenda et de l'ordre du jour, on remarque bel et bien que ça a été une option quasi monopolistique, parce qu'il n'y a pas eu une concertation préalable dans la définition de l'ordre du jour, donc les thématiques, la répartition des commissions. Cela a été fait de manière monopolistique. Vous avez le casting même des représentants. Il n'y a pas eu une certaine concertation. Lorsque vous êtes dans une situation de conflit et que vous recherchez la paix, le minimum, avant d'entrer dans la phase purement protocolaire, parce que le grand dialogue devait être la phase protocolaire, c'est-à-dire qu'au préalable, il y a eu des travaux et les uns et les autres ont eu à réfléchir et ils arrivent dans le moment venu devant les caméras, mais faire les synthèses et arrêter des décisions. Vous allez vous rendre compte que dans le casting, ça n'a pas été vraiment de manière concertée. Les gens ont découvert leur nom. Vous avez par exemple le docteur Christopher Faumounier qui ne savait pas qu'il était président d'une commission. Donc vous voyez qu'il n'y a pas eu cette discussion préalable. Maintenant, au niveau des débats, vous avez des thèmes qui ont été totalement expulsés. Or, entre-temps, les partis comme le social-démocratique ont été catégoriques sur la question, la problématique de la forme de l'État qui avait totalement été écartée. C'est après qu'on a intégré cela. Et à la fin du grand dialogue, on a arrêté des propositions et non des conclusions. On a arrêté des propositions. Or, on devait plutôt retenir des conclusions avec des clauses contraignantes. Donc, on est par exemple un chronogramme de mise en œuvre des résolutions et que les choses ne soient pas laissées à la merci de la discrétion ou du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Donc, je pense que ces petits éléments peuvent expliquer aujourd'hui le fait que on se retrouve avec quelques manquements dans la mise en œuvre. Et on a l'impact sur le terrain. Maintenant, l'efficacité. Est-ce que déjà il faut relever que la crise anglophone, c'était pour le grand dialogue, c'était pour régler 2 problèmes majeurs. Le problème anglophone et le problème de la crise anglophone. Parce que ces deux problèmes. Le problème anglophone, qu'on qualifie de la question anglophone, date d'avant 2016. Et ce problème touche les fondamentaux de la République. Les fondamentaux de la République, le substrat même de la communauté anglophone. Lorsqu'on parle du problème anglophone, de la question anglophone, c'est tout simplement la revendication de la restauration des avantages que les communautés anglophones avaient pendant la période fédérale, ce que les anglophones avaient du temps du Southern Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, si le problème est posé, c'est parce qu'on estime que
quelques années plus tard, on se retrouve avec une communauté anglophone marginalisée, une communauté anglophone qui ne se reconnaît plus dans ses avantages du Southern Cameroun. Donc, il faut impérativement résoudre le problème anglophone qui passe donc par la restauration des avantages que les communautés anglophones avaient du temps du Southern Cameroun. Maintenant, il y avait un deuxième à gérer. Et celui-là s'inscrivait dans l'immédiateté. C'est la crise anglophone, c'est-à-dire la manifestation, la manière de poser la question anglophone par des armes. Il fallait donc naturellement une certaine concertation, comme on le voit dans la résolution. Au regard de l'énoncé des recommandations faites et au regard du rythme de mise en œuvre de ces recommandations, avez-vous une lisibilité sur la volonté politique du gouvernement d'aller vers la résolution de ce problème anglophone et des revendications anglophones? Je pense que j'ai répondu tout à l'heure à cette question en revenant sur des indicateurs qui prouvent qu'en amont, il y a eu des réticences en termes de volonté d'implémentation des résolutions du grand dialogue. Et je suis parti d'ailleurs des réticences dans la convocation de ce grand dialogue et également du vice qui a été inséré dans l'organisation même de ce grand dialogue et le manque de la clause contraignante, par exemple en termes de timing. Ces éléments prouvent qu'en fait, il n'y avait pas une réelle volonté et qu'on était plutôt dans une décision au forceps. Et justement, cette situation politique dans le nord-ouest et le sud-ouest préoccupe la communauté internationale, Edmond Kamgia. Aujourd'hui, c'est le Sénat américain qui monte au créneau envisageant d'imposer des sanctions ciblées à l'encontre du gouvernement et des groupes armés séparatistes responsables de graves violations des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone. Comment en est-on arrivé à cette nouvelle étape de l'internationalisation de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Je nous fais avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord répondre à M. Meka qui m'a interpellé dans sa première intervention en disant que j'ai tendance, ou le vilain plaisir, à présenter... À faire de la sinistrose. À faire dans la sinistrose. Et ensuite que nous n'appelons pas suffisamment, ou pas, les Ambazoniens à taire les armes. Sur la sinistrose, M. Meka, je voudrais vous dire que ce terme est de vous, il n'est pas de moi. Et je rappelle, et vous devriez le savoir, que le Premier ministre chef du gouvernement a décrété les régions du nord-ouest et du sud-ouest zones économiquement sinistrées. Dans le mot sinistré, il y a la sinistrose, il y a le sinistre. Et je voudrais dire ici que le décret pris par le Premier ministre pour indiquer que ce sont des zones économiquement sinistrées est juste et légitime parce que ça reflète la réalité. C'est le reflet de la réalité, M. Meka. L'acte qui a été pris par le Premier ministre chef du gouvernement. Ce que nous faisons à notre niveau, c'est d'analyser la situation sur la base des faits que nous avons sur le terrain, à partir des comptes rendus que nous envoient nos reporters, nos correspondants sur le terrain. Ça, c'était sur la sinistrose. Donc, en réalité, nous ne faisons pas dans la sinistrose, nous constatons une situation qui est sinistrée, qui est reconnue même par le gouvernement. Et nous tenons à dire que sur le terrain, dans le nord et le sud-ouest, la situation n'est pas du tout rose. Elle n'est même pas seulement morose. Elle est gravissime. Et c'est la raison pour laquelle, M. Noufele, les sénateurs aux États-Unis ont décidé d'examiner la possibilité pour le Congrès américain, pour le gouvernement américain, d'introduire une demande de réunion au Conseil de sécurité afin d'évaluer la situation qui prévaut au Cameroun, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, depuis qu'un certain nombre de recommandations ont été prises, non seulement par le Sénat et la Chambre des représentants du Congrès américain, par le Parlement européen, par l'Union africaine, de faire un peu le point de toutes les recommandations qui ont été formulées et de comprendre pourquoi on n'avance pas. Et l'enjeu, quand ce sont les sénateurs américains,
après les différentes résolutions qu'ils ont prises sur la situation qui prévaut dans le nord et sud-ouest, en ce moment précis, où une résolution des Nations Unies a imposé une pause humanitaire de 90 jours au Cameroun, comme dans la plupart des pays dans le monde où il y a des conflits, afin que les partis gouvernementales et les partis rebelles ou sécessionnistes puissent s'asseoir, discuter, dialoguer et parvenir à un cessez-le-feu. Et je n'ai cessé de rappeler sur ce plateau que les 90 jours sont sur le point de s'achever à la fin de ce mois. Et avant la fin de ce mois, l'Assemblée générale de l'ONU va s'ouvrir. Il y aura des rencontres, des discussions. Ensuite, il y a les débats généraux à partir du mois d'octobre. Et il n'est pas exclu, et je le rappelle toujours, parce que j'aime mon pays. J'attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il y aura une évaluation de la situation au Cameroun. Et quand les sénateurs américains examinent et proposent des sanctions ciblées par le gouvernement américain. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, sanctions ciblées à l'encontre des membres du gouvernement et du groupe armé séparatiste? Qu'est-ce que ça signifie concrètement si une telle résolution venait à être adoptée, donnant le plein pouvoir au gouvernement américain d'agir? Le gouvernement américain agirait, déciderait de faire comme ils l'ont fait pour d'autres pays en Afrique et dans le monde. Il ferait des sanctions ciblées, en tout cas en ce qui concerne la coopération bilatérale, c'est-à-dire entre le Cameroun et les États-Unis. Ces sanctions rentreraient dans le cadre de la coopération bilatérale, sans exclure la possibilité de l'étendre au niveau de la coopération multilatérale, c'est-à-dire d'inviter tous les partenaires internationaux que j'ai cités là, l'Union européenne, le Parlement européen, les Nations unies, à travers le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'ONU, de se préoccuper du cas Cameroun. Et au-delà des sanctions que pourraient prendre les États-Unis, ça ciblé. Quand c'est ciblé, ça signifie c'est des personnalités qui sont visées et qui sont déjà connues, dont je ne citerai pas les noms ici. Parce que leur cas, quand les sénateurs décident de parler de sanctions ciblées, ça veut dire qu'ils sont déjà un certain nombre de personnalités qui sont ciblées, dont ils ont préparé les dossiers. Il n'est pas exclu. Et je voudrais simplement dire en passant que ces personnalités sont pour la plupart des membres du gouvernement actuel, depuis que la crise est s'est transformée en guerre. Il y a des personnalités du gouvernement actuel qui sont concernées par les sanctions ciblées. Les États-Unis peuvent à tout moment décider de prendre ces sanctions ciblées dans le cadre de la coopération bilatérale, comme je disais, et même l'étendre à travers une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, mais derrière, à travers une réunion qui serait prise pour évaluer d'abord la situation de crise humanitaire, de guerre dans le nord et le sud-ouest, et voir et chercher à établir les responsabilités au-delà des sanctions ciblées, voir où est-ce que le gouvernement camerounais a failli. C'est pour cela que je rappelais la pause humanitaire durable de 90 jours, où le gouvernement est actuellement en train de faillir. Il est important, et je l'ai toujours dit, que les contacts préliminaires qui sont déroulés le 2 juillet dernier se poursuivent, et que le Cameroun parvienne à un cessez-le-feu. Ça me permet de répondre à l'aspect taire les armes des ambazoniens. Monsieur Meka, le gouvernement a une opportunité en or que lui donne le Conseil de sécurité dans la dernière résolution. L'appel à un cessez-le-feu, c'est de faire en sorte que le dialogue se poursuive entre les leaders sécessionnistes et le gouvernement pour parvenir à un cessez-le-feu. Parce que on taire les armes quand il y a le cessez-le-feu. Tant qu'il n'y a pas le cessez-le-feu, on ne peut pas taire les armes. On aura beau dire tout ce que l'on veut, faire des déclarations, des incantations, mais les armes ne se tairont pas tant qu'il n'y a pas la rencontre entre les sécessionnistes et la partie gouvernementale qui parviennent au cessez-le-feu. Vous allez réagir après. Permettez à M. Moustapha Ngouana d'abord de se prononcer sur la position du chairman du SDF qui, selon André Luther Meka, est dans une position plutôt hypocrite concernant la gestion de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il dit l'avoir vu dîner avec les leaders séparatistes, du moins les membres des groupes armés séparatistes qui l'avaient kidnappé au départ. Que répondez-vous? Je voudrais d'abord revenir sur une question. Monsieur Meka, tout à l'heure, vous avez semblé dire que nous soutenions les ambazoniens, mais je vais vous dire une chose. C'est pas ce que j'ai dit. L'article 5 de la Constitution du Cameroun dit que le président de la République est élu de toute la nation et qu'il est garant de l'intégrité du territoire. Vous comprenez?
Quoi qu'il n'ait pas été élu par toute la nation parce que les anglophones n'ont pas voté, c'est à lui qu'incombe la charge de pouvoir mettre le Cameroun sur les rails. Les ambazoniens nous ne répondons pas des ambazoniens. Et nous ne pouvons faire que des sollicitations. Mais c'est du gouvernement que nous devons exiger, puisqu'il est supposé avoir reçu de nous le mandat par lequel il nous gouverne. Donc c'est de Paul Biya et son gouvernement que nous attendons que le Cameroun soit un havre de paix. Qu'il puisse arranger à ce que les personnes comme les Amazoniens ne puissent pas venir déstabiliser l'unité du territoire. C'est ce qu'il fait tous les jours. Malheureusement, nous constatons plutôt le contraire. Puisque le Cameroun s'enfonce. Le Cameroun s'enfonce davantage. Vous êtes là-dedans, dans ces affaires. Oui, nous y sommes. C'est vous qui avez englué le Cameroun dans cette succession de crises. Dans le Grand Nord, incapable de gérer nos frontières. À l'Est, avec la Séléka et consorts, incapable de gérer nos frontières. Mais c'est vous qui instiguez tout ça, oui, parce que vous voulez le pouvoir. C'est nous qui voulons le pouvoir. Oui, et vous voulez absolument vous cramponner au pouvoir. Mais je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Monsieur Meka, vous avez cette tendance à faire des incantations. Le chairman se serait retrouvé avec les ambazoniens en train de prendre une pente. Je voudrais vous dire que le SDF reste demain un parti républicain qui a à cœur l'intérêt supérieur des populations camerounaises. Et je sais que vous avez, on ne peut plus mal, que le SDF ait refusé d'aller assister à cette autre farce. Parce que vous n'avez pas d'éléments. Je continue de m'interrompre, mais je vais y parvenir. Vous avez la parole, je vais y parvenir. Allez-y, je vous en prie. Vous n'avez aucun élément pour participer. Vous allez gagner avec quoi? Je vais y parvenir. Vous voyez, il y a une farce qui est en train de s'organiser le 6 décembre. Le chairman du SDF a décidé de ne pas y participer. Et comme s'en accoutumé, le responsable de la communication du RDPC a fait une sortie dans laquelle il croit pouvoir se payer la tête du SDF et de son leader. Mais en réalité, vous contribuez à renforcer davantage les rangs de l'opposition. Rassurez-vous, le chairman aurait pu, s'il avait souhaité en 90, permettre, c'est-à-dire que accéder au pouvoir, après les élections de 90, accéder au pouvoir, faisant ce pays baigner dans le sang s'il avait souhaité. Il avait la possibilité, puisqu'il avait gagné les élections, même jusqu'au quartier général. Donc je vous demande d'avoir un peu de respect. Vous ressemblez à un certain petit parti politique. Il a la parole. Permettez qu'il puisse s'exprimer jusqu'au bout. Je vous réagir après. Je vous demande d'avoir un tantinet du respect pour le chairman John Fundi. C'est des personnes grâce il figure au nombre de ces personnes grâce auxquelles le Cameroun est resté debout jusqu'à ce jour. Donc je voudrais vous dire que le SDF est résolu à ne pas aller à cette élection. Et je voudrais vous dire que la position qui est la sienne ne traduit que la volonté profonde de la grande majorité des militants du SDF, parce qu'il y a un très grand courant réformateur au sein du SDF qui souhaite que notre parti puisse faire son aggiornamento. Parce qu'il faut qu'on le dise. Pendant longtemps, il y a comme eu un sentiment de laisser aller avec le RDPC, parce que le RDPC doit être bousculé dans ses lignes. Et je crois que le chairman l'a absolument compris. Et c'est ce qui cause aujourd'hui la gêne du RDPC que vous êtes. Nous allons, et rassurez-vous, nous sommes prêts à ce que le grand soir, vous ne puissiez plus avoir la possibilité de faire ces incantations que vous faites sur le plateau de télévision. Et le chairman du SDF qui a posé comme préalable à ces élections régionales la fin du conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et aujourd'hui, ce sont des sénateurs américains qui envisagent des sanctions ciblées à l'encontre de certains membres du gouvernement et des membres des groupes armés séparatistes qui sont responsables des violations des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone. Et le Sénat américain qui estime que le gouvernement doit effectuer une démarche crédible, inclusive, de bonne foi, pour examiner les causes profondes de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest avec un médiateur indépendant. Que pensez-vous de ces initiatives prises au Sénat américain ? Je pense que le Sénat américain est un peu dans le rôle que les États-Unis se sont donnés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, d'être un peu les gendarmes du monde. J'aurais souhaité dans un contexte différent que nous soyons dans une position dans laquelle nous résolvons nous-mêmes nos problèmes. Mais malheureusement aujourd'hui, on ne va pas laisser se poursuivre le carnage dans les régions anglophones.
il faut qu'une solution définitive soit trouvée. Vous avez vu, le Sénat fait valoir, le Sénat américain vous dit qu'il faut en fait, on dit de manière sibylline qu'il faut qu'il y ait un véritable dialogue inclusif. C'est la preuve que ce qu'il y a eu ici du 30 septembre au 4 octobre était en réalité une farce. Donc, il n'y a pas que ça. Nous avons également, je m'emballe un peu, nous souhaitons que la crise puisse connaître, je suis... C'est pas facile. Revenez à votre question. C'est pas facile. Je vous interroge sur la décision je vais vous dire qui est en train d'être examinée par les parlementaires américains. Ce que je voulais dire, c'est que en réalité, les parlementaires américains, les États-Unis nous sanctionnent pour une deuxième fois. Il y a d'abord eu l'AGOA. Nous en sanctionnons dans le cadre de l'AGOA. Aujourd'hui, il y a une proposition de résolution, mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse mettre immédiatement en branle les sanctions contre le gouvernement, contre les personnes en question, parce qu'on a le sentiment qu'il y a comme une forme de laisser aller les Américains. Parce que quand il s'agit de Omar El-Béchir, les sanctions vont plus rapidement. Donc nous souhaitons qu'au Cameroun, que les sanctions puissent immédiatement pleuvoir. Quel sera l'intérêt? Non, l'intérêt, je vous explique. Nous avons eu au Cameroun un ministre de la Santé qui, pour aller soigner son doigt ou son bras, s'est retrouvé en train d'aller en Europe. Nous avons un président de la République qui passait des mois dans un hôtel hors de notre pays. Si aujourd'hui il y a des sanctions ciblées, ces personnes-là auront davantage de l'intérêt pour résoudre la crise anglophone. J'ai également lu dans le projet de résolution où on dit qu'il faudrait que les partenaires privilégiés du Cameroun, tels la France, puissent intervenir dans le cadre de la crise. Mais je dois également dire que les populations anglophones, malheureusement pour bon nombre d'entre elles, estiment que si elles ont été flouées, là, c'est parce que la France a également joué un rôle pour qu'elle soit flouée. Donc il faudrait que dans le cadre de la médiation, qu'on trouve au-delà de la France des personnes véritablement indépendantes qui vont appeler à ce que les choses se règlent. Parce que voyez-vous, si la France voulait véritablement que la crise se règle, la crise serait réglée. En 90, dans les années 90, on a marché contre le multipartisme. Il a suffi qu'on aille au sommet de la Baule, on impose pour que le multipartisme ait lieu au Cameroun. Récemment ici, le grand dialogue national, le professeur Camto et autres étaient en prison. Il a suffi que M. Macron vous dise que vous n'irez pas à Lyon si vous ne faites pas telle chose. Ça s'est fait. Donc s'il y a une véritable volonté de la France, les choses pourront se faire. Donc il faut absolument que ces sanctions soient mises en branle. Parce que nous apprenons également qu'il y a des ministres qui achètent des maisons aux États-Unis et consorts. Si ces maisons sont saisies et autres, tout, ça fera qu'ils seront contraints, puisque leurs intérêts économiques sont très souvent en dehors de leur pays. Ça fera qu'ils se retrouveront dans l'obligation d'apporter des solutions évidentes aux problèmes du Cameroun. Donc j'avais oublié la question tout à l'heure, donc M. Meka. Après vous, André Luther Meka, sanctions ciblées contre des membres du gouvernement camerounais, c'est du moins ce qu'envisagent des sénateurs américains à travers une résolution. L'objectif est de mettre davantage la pression sur le gouvernement pour parvenir à des résolutions pacifiques de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ces sénateurs vont plus loin, demandant qu'il y ait une démarche inclusive, crédible, de bonne foi, pour un véritable dialogue qui examine les causes profondes de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Êtes-vous d'accord avec ces initiatives prises au Sénat américain? Je dois d'abord dire que je suis très à l'aise de suivre mon frère Ngwana, qui s'est dédié. Et je ne suis pas surpris, parce que nous appartenons à un cercle nationaliste et panafricain. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'il avait de la peine à parler. Monsieur Ngwana, vous avez déjà dévoyé l'idéologie. Bon, c'est pas grave, les gens changent. Ce qui est important, et c'est en cela que je vais un peu rire, parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui célébrait Oumniobe. Et je vais dire que Oumniobe est mort pour l'indépendance du Cameroun et même de l'Afrique. Peut-être que vous ne le saviez pas. Il est mort pour que nous soyons indépendants et que nous puissions, n'est-ce pas, jouir de notre liberté, de nos richesses et de nos sous-sols. Lorsque vous vous gargarisez, parce qu'un Sénat américain a donné des ordres à votre pays, j'ai mal, hein? J'ai mal parce que je me dis que c'est vous qui êtes un peu ce qu'on appelle ceux qui sont arrivés tôt par rapport à nous. C'est vous qui devez nous donner la voix de ce combat millénaire de la libération de l'Afrique. Et donc, M. Ngwana, on se le partageait, les ouvrages à l'université, dont il en est un détenteur même de cette idéologie. Il y a un débat sur la libération de l'Afrique.
et notamment du Cameroun. Alors, lorsque des sénateurs donnent des injonctions au Cameroun, je vais dire que c'est j'allais dire un contexte à double vitesse. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont un pays partenaire du Cameroun. Ils ont participé notamment dans le cadre de la sécurisation du golfe de Guinée et ils ont même participé à la Covid-19. Et vous savez très bien, peut-être vous y étiez, qu'il y avait les Nevis à Douala par rapport à cette sécurisation. Ça veut dire que c'est un pays partenaire. Alors, le Cameroun a accepté les milliards de francs CFA donnés par les États-Unis pour soutenir la lutte contre le Covid-19 en toute souveraineté. Le Cameroun également a accepté les 300 soldats américains qui sont venus accompagner l'armée camerounaise dans la lutte contre Boko Haram en toute souveraineté. Et maintenant, ce pays, à travers ses parlementaires, souhaite voir plus clair sur une crise dans le nord-ouest et le sud-ouest au regard de ces liens fraternels entre le Cameroun et les États-Unis et demande qu'il y ait un véritable dialogue inclusif. Sinon, il pourrait cibler des membres du gouvernement, sanctionner sur le plan économique, diplomatique. C'est sur ce point que j'aimerais que vous puissiez réagir. Vous faites une savante confusion. Tout à l'heure, M. Meka m'a coupé la coopération. Je vous en prie, là, la parole. Vous faites une savante confusion entre la coopération américaine et le Cameroun, et notamment, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'ingérence dans les affaires de la nation. Ce que vous avez cité là, il s'agit de la coopération dont j'ai mis les jalons tout à l'heure. Mais l'ingérence aujourd'hui revient à ce que le Sénat américain donne des injonctions au Cameroun. Je vais vous dire que dans le cadre, n'est-ce pas, des pétrostratèges, notamment dans la pétrostratégie, il faut savoir que la plupart des stratèges qui étudient le pétrole savent que l'économie pétrolifère des États-Unis est extravertie, c'est-à-dire qu'ils importent beaucoup le pétrole. Et dans les années 2025, autant pour moi, ils auront à importer près de 75% de leur pétrole national. Donc c'est un enjeu important pour que le golfe de Guinée et notamment Bakassi et autres puissent effectivement être contrôlés par les Américains. Bon, je ne vais pas n'est-ce pas, me répéter tous les jours ici pour dire que les enjeux ne sont pas les enjeux dont vous pensez. Cette concertation dont vous êtes en train de tous les vœux, il s'agira, n'est-ce pas, du partage des richesses du Cameroun. Et j'ai mal lorsque des gens sensés, intelligents comme vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à pouvoir percevoir cela. Parce que de quoi il s'agit? Il s'agit effectivement, comme cela s'est passé en 1884, de s'asseoir et de se partager le Cameroun, qui a encore près de 70% des richesses conservées. Donc, je vais dire à la fin que dans la mission, notamment, de la promotion de la démocratie, dans la mission, notamment, n'est-ce pas, de la défense des droits de l'homme et des libertés, il n'en est que dalle. Il n'en est que dalle. Pourquoi? Il n'en est que dalle parce que celui-là qui était l'incarnation du terrorisme contre les États-Unis, on l'appelle Ben Laden. Il a été tué à Mondovision. Le président regardait. Mais Sissoko Ayuk Tabé, il est en prison là. Lui aussi, il a tué des gens. Il est en prison et il est en train d'être jugé. Donc, c'est 2 poids 2 mesures. On ne peut pas faire des leçons au Cameroun. On ne peut pas faire des leçons au Cameroun. Et je vais chuter en disant que ce que moi j'attends des pays amis, c'est effectivement de pouvoir inquiéter tous les sorciers qui ont été téléchargés, notamment par certains Camerounais ici et certains agentiers pour foutre le bordel au Cameroun. Mais justement, le Sénat américain le dit, il parle de sanctions ciblées à l'encontre de certains membres du gouvernement et des groupes armés séparatistes qui, selon ces Américains, sont tous les deux responsables de graves violations des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous êtes d'accord qu'il y ait des ministres qui soient sanctionnés par les sénateurs américains et qu'il y ait également des groupes armés séparatistes sanctionnés parce que tous les 2 camps ne souhaitent pas qu'on parte vers une résolution pacifique de la crise? Non, ça c'est des moyens de pression qu'on est en train de mettre sur le Cameroun, tout simplement parce que ceux qui donnent les ordres de cette tuerie, qu'on tue les Camerounais à Mondovision, on coupe les têtes et autres, ils sont hébergés par ces blancs-là. Excusez-moi de les appeler comme ça. Ils sont hébergés par ces amis partenaires. Il s'agit d'abord, effectivement, de faire en sorte, parce que quand vous hébergez quelqu'un, vous avez le pouvoir.
Celui qui héberge quelqu'un, celui qui nourrit quelqu'un, qui l'héberge, qui lui donne du travail, c'est celui-là qui a le pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là qu'ils doivent utiliser comme des pays amis pour pouvoir amener la paix. Normalement, ils doivent les amener ici ou les extrader pour nous montrer effectivement qu'ils sont des pays amis. Le Nigeria l'a fait. Et nous l'avons fait à une époque avec la guerre du Biafra où nous avons soutenu le Nigeria. Si nous n'avons pas soutenu le Nigeria, c'est qu'il y a un état du Biafra. C'est cette amitié-là, c'est cette coopération-là que nous attendons. Pas de donner des injonctions, n'est-ce pas, aux Africains, et que des aînés, un aîné comme Edmond Kamga viennent le tambouriner, viennent se gargariser ici du fait que les Blancs ont demandé ceci et il faudrait vraiment faire attention, il y aura des sanctions. C'est infantiliser le Cameroun, c'est infantiliser l'Africain. Je crois que nous devons prendre les exemples de Oumniobé, des exemples de Kwame Nkrumah pour pouvoir, n'est-ce pas, aussi se donner une certaine, j'allais dire, un certain honneur. Après, vous savez, monsieur, je vous en prie. Oui, Maître Moustapha Ngwana. Il faut noter une chose. Quand j'ai commencé mon propos, j'ai dit que j'aurais souhaité que nous puissions régler nous-mêmes nos problèmes. Mais que malheureusement, on ne va pas laisser qu'il y ait un carnage indéfini qui soit fait au Cameroun. Il y a ce que nous appelons le droit d'ingérence humanitaire. Parce que le gouvernement ne prend pas de solutions qui peuvent permettre à la crise d'être réglée de manière définitive. Et il faut aussi le dire, que celui qui brade notre souveraineté, le premier, c'est le président de la République. Lorsque le président Amadou Ahidjo allait aux États-Unis, il se faisait recevoir au bord de la passerelle par le président Kennedy. Mais aujourd'hui, le président Paul Biya va aux États-Unis, même un secrétaire d'État ne lui sera pas envoyé. Déjà même qu'il est personne non grata dans ce pays-là. Cela n'enlève en rien le fait qu'il puisse être attendu dans le cadre d'une visite de travail ou visite d'État. Les États-Unis aident le Cameroun tous les jours et vous dites qu'ils sont que le président est personne non grata. Mais je vous dis qu'on le recevait au bord de la passerelle. Dans le langage diplomatique, ça a toute sa signification. Nous avons un diplomate, nous avons l'avantage d'avoir un diplomate avec nous. Lorsque vous êtes un partenaire important, on ne vous attend pas sur le perron de l'Élysée. Lorsque Barack Obama va aux États-Unis, va en France, s'il va en France, il va être reçu à l'aéroport. Le président de la République vient le recevoir à l'aéroport. Celui qui brade notre souveraineté au plus haut point. Souveraineté qui est aujourd'hui mise en perspective parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire sélective. Nous avons un président de la République qui a déclaré qu'il était le meilleur élève d'un autre. Et aujourd'hui, ce sont eux qui prétendent que nous sommes en train de brader la souveraineté. La souveraineté qui est ce pouvoir suprême-là, il doit pouvoir s'exercer véritablement. Et le chef de l'État français ne peut pas aller prendre des vacances en dehors de la France. S'il le fait, c'est un tollé en France. Mais le nôtre n'a jamais pris des vacances dans notre pays. Tout ça, c'est des symboles. C'est des symboles qui démontrent le peu d'égards que vous avez vous-même pour votre propre nation. Donc je vous le dis, si nous voulons que les choses puissent avancer véritablement, si vous voulez parler de souverainisme et autres, il ne faudrait pas que ce soit à tête chercheuse. La souveraineté doit s'exercer pleinement. Le chef de l'État ne peut pas, on peut pas avoir une visioconférence. Le chef de l'État se fait représenter. Alors qu'il peut, à partir de son bureau, de sa chambre, même s'il le faut, pouvoir parler aux autres chefs de l'État. Et c'est comme ça que le Cameroun a perdu une querelle davantage. Lorsqu'on attend le président de la République, lorsqu'on attend qu'il puisse donner leur avis, on envoie le Premier ministre, on envoie le président du Conseil économique et social et tout ça. Le Cameroun a perdu de sa On appelle ça la délégation de pouvoir. On appelle ça la délégation de pouvoir. Oui. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que si aujourd'hui, nous sommes dans cette situation dans laquelle où la voix du Cameroun ne porte plus dans le monde, c'est parce que le chef de l'État a failli. Le président exerce la décentralisation. Nous avons eu successivement deux secrétaires de l'OUA, successivement Zoé Kangaki et Tekim Boumwa. Parce que le Cameroun, sur le plan africain, était sur le plan diplomatique, sur la scène internationale, avait une certaine force. Mais aujourd'hui, on a de la peine à faire désigner un juge à la CCJA. Je dis, nommer un juge à la CCJA. Le Cameroun, ça fait plus de 20 ans que le Cameroun parvient à avoir un juge à la CCJA. Pourtant, on ne conteste pas, par exemple, la qualité des juristes camerounais. Pour vous dire quoi? Que ceux qui bradent de souveraineté, ce sont ceux-là qui, au quotidien, osent les actes qui dénigrent l'État du Cameroun. Nous avons eu pour la nation qu'on devait organiser ici, là. Il y a eu glissement. C'est passé en perte et profit. Mais sur la scène internationale, c'est un tollé. C'est l'image du Cameroun qui est éconnue au plus haut point. Il faut que vous puissiez le savoir. On ne gouverne pas un pays en temps de crise par délégation. En temps de crise, on exerce la plénitude du pouvoir. Malheureusement, on ne le fait pas. C'est pourquoi nous sommes dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, où la crise anglophone ne demande... Si au départ, le président de la République fait des régions anglophones, mais il méprise la crise, il méprise les anglophones, il méprise les populations camerounaises. Mais dans ce discours, il estime que c'est une priorité pour le gouvernement et la présidence de la République de résoudre
la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Presque tous ces discours, Lorsque- entre fin 2016 et fin 2019, les discours sont essentiellement axés sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Monsieur Céline Moufele, lorsqu'on vous dit que votre maison brûle, vous ne restez pas au téléphone au bureau pour pouvoir résoudre le problème. Si on vous dit que votre maison brûle, vous abandonnez toutes affaires cessantes, que vous prenez votre voiture pour vous retrouver chez vous pour pouvoir résoudre le problème. Les anglophones attendaient des symboles, je le dis, et ça a son importance. Comment vous imaginer que nous sommes dans un carnage comme celui-là, après plus de 4 ans, que le chef de l'État ne soit pas descendu sur les lieux? Nous avons eu une législation à Maga où la Diga cédée, le président de la République n'y est jamais allé. Et Boko Haram s'y est installé parce que le président de la République, ils disent qu'il est le maître du temps, mais en réalité il ne contrôle rien. Nous souhaitons avoir un président de la République proactif. C'est ce qui justifie par exemple aujourd'hui que son pouvoir est contesté au plus haut point par bon nombre de Camerounais et que nous pouvons nous permettre aujourd'hui sur le plateau de télévision de tenter de questionner son action. Avec 71%, il est contesté. Avec 71%. Oui, mais c'est... Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à participer au régional parce que vous n'avez pas d'élus. Nous avons obtenu l'annulation. Je fais partie du collège d'avocats qui a obtenu l'annulation des élections municipales et législatives pour dans les régions du Nord-Ouest. Nous avons obtenu cette annulation-là, mais on a repris exactement le processus avec les mêmes défaillances. On va en parler tout à l'heure. Depuis le SDF a dit, on vous fait cadeau de cette affaire-là. Justement, on va en parler tout à l'heure. D'abord, Edmond Kamdia. Les Nations Unies vont se réunir d'ici la fin du mois de septembre, début octobre, au moment où le Cameroun continue d'enregistrer des affrontements armés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez évoqué ce calendrier international tout à l'heure, avec la perspective des éventuelles sanctions prises dans une résolution du Sénat américain. Dans un tel contexte, pensez-vous que cela peut amener le gouvernement à accélérer ses contacts préliminaires, à ce pré-dialogue qui avait été initié entre les leaders séparatistes incarcérés au Cameroun et les services secrets camerounais? Oui, M. Noufele, je vais répondre à cette question, mais je voudrais également réagir face aux interpellations multiples de M. Beka à mon endroit. La seule chose qui me plaît chez M. Beka, c'est qu'il reconnaît que je suis son aîné. Et en cela, je vous dis merci de reconnaître que je suis votre aîné. C'est pour dire quoi, M. Beka? Vous n'avez aucune leçon à me donner en matière de nationalisme camerounais. Quand je parle, vous devez prendre des notes, M. Beka. Prenez votre bic et ça n'a pas du tout l'air. Je peux vous raconter l'histoire du nationalisme camerounais. Ça nous prendrait beaucoup de temps. Vous savez, Oumniobé, et vous gargarisez des injonctions. C'est une contradiction. Prenez des notes. C'est une contradiction. Je ne peux pas. Parce que vraiment, l'objet ça ne convainc pas. 3 principales interventions devant la commission de tutelle des Nations Unies de Ruben Oumniobé, 17 décembre 1952, en 53 et en 54. Est-ce que vous connaissez l'objet des interventions de Ruben Oumniobé à l'ONU? Prenez des notes, monsieur Beka. Prenez des notes quand je vous parle. C'était des injonctions. Il avait revendiqué l'indépendance et la réunification du Cameroun. Non, il demandait aux Américains de nous donner des injonctions. Non, je ne peux pas noter des balivernes. Notez, monsieur Beka. Je ne peux pas noter des balivernes. Vous permettez que je continue, monsieur Beka? Allez-y. Ce n'est pas par hasard que j'ai rendu hommage aux UPCistes, aux nationalistes. Parce que c'est un grand jour aujourd'hui. C'est un grand jour où il faut rendre hommage à une des figures emblématiques du Cameroun. Comme lui, il y a Ernest Ouantier, il y a Félix Roland Moumié, Osene Afana et beaucoup d'autres qui sont morts pour la patrie, pour l'indépendance de ce pays. C'est bien, l'indépendance. Oui. Il faut le préciser, prendre des notes, l'indépendance. Je vous dis que vous n'avez aucune leçon à me donner, monsieur. L'indépendance. Indépendant. Vous ne savez pas que Oumniobé était à l'ONU. C'est le premier Camerounais à défendre l'indépendance et la réunification du Cameroun à l'ONU. Mais ça s'apprend au collège. Ça s'apprend au collège. Mais je vous l'enseigne, monsieur Beka. Permettez que je continue. Ça s'apprend au collège. Permettez que je continue. Par rapport à la souveraineté que vous brandissez et pour laquelle vous ne connaissez absolument rien. Ah bon? Ah oui. Ça alors? Laissez-moi dérouler. Est-ce que vous savez que depuis 2005, au sommet des Nations Unies, a vu le jour le concept de la responsabilité de protéger? Vous savez de quoi il est question, la responsabilité de protéger? Quand un pays se retrouve dans l'incapacité
de mettre fin aux crimes graves. Depuis quand il y a plusieurs milliers de morts dans le nord et le sud-ouest, de mettre fin aux crimes graves, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, au génocide, aux crimes les plus qui nuisent vraiment. C'est-à-dire que quand il y a atteinte à la vie, tout pays, je dis bien tout pays, membre de l'ONU, a le droit et le devoir d'intervenir, de venir au secours des populations qui sont en danger dans ce pays-là, en utilisant tous les moyens humanitaires, tous les moyens pacifiques et diplomatiques. Et ce que fait le Sénat américain, ce sont les moyens pacifiques et diplomatiques. Les sanctions, ce sont les moyens pacifiques et diplomatiques. Maintenant, pour répondre à votre question, puisque c'est la belle transition, oui, la réponse est oui, monsieur Noufélé. Ce que font les sénateurs américains aujourd'hui, qui demandent à leur pays de sanctionner non seulement les membres du gouvernement qui n'arrivent pas à mettre fin à la guerre dans le Nozo, mais également les responsables des groupes armés identifiés, de les sanctionner également, ça peut avoir une suite. Ça peut avoir une suite. À partir du moment où, de part et d'autre, on ne sent pas le souci d'évoluer vers un dialogue qui permettrait le cessez-le-feu. Et par rapport au chronogramme des Nations Unies, vous savez qu'on aborde le 3e mardi, où il y a l'ouverture de l'Assemblée Générale de l'ONU, où les États se retrouvent pour faire le point sur l'ensemble des défis, des débats qui ont été soulevés l'année précédente, à la session précédente. On fait le point sur les thématiques générales, mais également sur les thématiques particulières. Et les problèmes prioritaires, ce sont les problèmes qui sont relatifs aux conflits, aux guerres. Et au Cameroun, il y a plusieurs guerres. Il y a la guerre déjà contre Boko Haram, mais il y a surtout la guerre dans le Nozo, dans le nord et le sud-ouest, qui fait plusieurs milliers de morts. Et je voudrais dire, pas seulement à M. Meka, mais à tous ceux qui nous écoutent, que ces milliers de morts, chaque jour, y compris dans la population civile du nord et du sud-ouest, y compris parmi les Amazoniens, y compris parmi les soldats, les policiers, les forces de défense et de sécurité qui meurent chaque jour parce que la guerre continue. Il faut faire quelque chose. Et je ne serai pas surpris, non seulement que les États-Unis mettent à exécution les sanctions qui s'annoncent à partir des débats qui ont lieu au Sénat américain, mais également que l'ONU puisse se pencher de manière décisive sur la situation du Cameroun pour évaluer la situation après l'Assemblée générale. Il est possible, j'ai dit il est fort possible que le Conseil de sécurité se réunisse pour évaluer la situation. Et en ce qui concerne les sanctions ciblées, il n'est pas aussi exclu que si le Conseil de sécurité se réunit, qu'il demande à la Cour pénale internationale, pour une fois, de se saisir du dossier Cameroun. Je dis, c'est une hypothèse possible. Au cas où on n'avance pas vers un cessez-le-feu. Je le rappelle toujours, s'il n'y a pas le cessez-le-feu, il faut s'attendre à d'éventuelles sanctions. Après vous, Edmond Aristide Mouno, sur cette mobilisation des Américains, de la communauté internationale, au chevet du Cameroun, pays confronté à une crise et un conflit armé depuis près de 4 ans, avec à la clé des milliers de morts, essentiellement des civils, femmes, enfants, des soldats également, et les membres des groupes armés séparatistes. Comment appréciez-vous le ton de la communauté internationale face au Cameroun, surtout en ce moment précis? Je me dis qu'il faut lire les choses sous le prisme du réalisme des rapports entre États. Parce que là, on a affaire à la question de la responsabilité de protéger, évoqué tout à l'heure par l'aîné Edmond, qui revenait sur le fait que la communauté internationale, à chaque fois que la paix est menacée quelque part, elle a intérêt à agir. Cependant, derrière l'idée de communauté internationale, il serait naïf de croire qu'en fait, il n'y a pas de rationalité géostratégique qui se développe. Parce que dans le fond, les Américains sollicitent l'apport de la France. Pourquoi est-ce qu'ils le font?
Ils le font tout simplement parce que, après plusieurs pressions sur Yaoundé, parce qu'il y a eu des pressions, il y a eu par exemple le Parlement européen, il y a eu Nabor Nagui. voilà. Le sous-secrétaire d'État américain. Voilà, il y a eu sa pression, il y a eu le Club des ex, le forum des anciens chefs d'État et gouvernements africains. Mais au fond, il n'y a pas eu de résultats. C'est-à-dire que l'action n'a pas donné des performances escomptées. Parce que Yaoundé est resté sur ses positions. Et la seule fois où on a observé les lignes bouger, c'est lorsque Emmanuel Macron s'est impliqué dans la pression internationale, la pression de la communauté internationale. Ça veut dire donc que dans ce format, le Cameroun n'est pas forcément un acteur des relations internationales, mais plutôt un objet qui est au centre des querelles entre une communauté internationale qui pense qu'il est temps d'en finir avec le régime de Yaoundé et une autre qui estime qu'il faut protéger le précaré. Et c'est dans cette logique que se situe la France. Parce que si on n'a pas connu d'évolution dans les positions de Yaoundé, c'est pas parce que le Cameroun est fort. Le Cameroun n'est pas une puissance. Le Cameroun ne peut pas tenir tête aux États-Unis. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a un parapluie qui protège le Cameroun, qui protège le régime de Yaoundé, qu'est la France. Donc pour que les actions qui sont développées, qui sont énoncées, aient une certaine incidence sur les événements, il faut à tout prix que la France adhère à ces initiatives. Or, pour le moment, la France n'est pas encore prête à se désolidariser des actions d'un régime néocolonial, parce qu'il faut le dire, nous sommes dans le néocolonialisme. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par des copanélistes ici. Nous sommes dans un système néocolonialiste où des prédateurs sont à l'assaut du Cameroun. Et la France étant le premier acteur de cette prédation, de cette spoliation, parce que la France a gagné les contrats de pillage du Cameroun depuis 1960, avant même. Et la France ne veut pas voir son précaré tomber entre les mains d'autres acteurs internationaux. Vous avez aujourd'hui la Chine qui est en train de gagner de plus en plus des marchés de pillage du Cameroun. Donc c'est ces gros marchés qui constituent le vrai enjeu de cette pression de la communauté internationale. C'est pourquoi il faut rester un peu modéré dans la joie ou alors dans l'enthousiasme qui peut animer ceux qui veulent voir le régime de Yaoundé en difficulté, parce que jusqu'ici, la France n'a pas encore permis, mais les rapports étant dynamiques, il peut y avoir des évolutions. Si la France obtient des garanties qu'après le départ de M. Biya, après le départ du régime, ses intérêts seront intacts, je vous assure. Comment expliquez-vous que ce soit l'enjeu de cette bataille, à savoir le départ du régime Biya, alors qu'officiellement, on ne parle que de la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et le président Emmanuel Macron a plusieurs fois rappelé au chef de l'État du Cameroun que la résolution de la crise est une solution politique et pacifique qu'il faut apporter dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et la Chine également, qui reste silencieuse au Conseil de sécurité des Nations Unies lorsque la question au Cameroun avait été évoquée lors d'une réunion informelle. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui vous parliez d'une volonté de vouloir faire partir le régime Biya alors qu'officiellement on parle de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Vous savez, M. Nofele, il y a un principe basique qui est reconnu dans le milieu des rapports internationaux, c'est que il ne faut jamais croire à un État au-delà de ses intérêts. C'est-à-dire que tout ce qui est prononcé, tout ce qui est dit, doit être en rapport avec les intérêts, la sauvegarde des intérêts
de ces acteurs internationaux. Donc ça veut dire quoi exactement? Lorsque la France prend position, lorsque la Chine prend position, ce n'est pas parce que la Chine aime le Cameroun. C'est parce que la Chine a ses intérêts, la Chine est en train de gagner. Et la Chine n'a aucune assurance qu'avec l'arrivée de l'impérialiste américain, il y aura plus de marchés où ceux déjà gagnés resteront intacts. Et maintenant, quel est le rapport entre cette pression de la communauté internationale et le régime de Yaoundé? Je vous assure que tous les événements chaotiques dans des pays à démocratie précaire comme le Cameroun, dans des pays où on a un règne présidentiel éternitaire, éternel, croyez-moi, il y a toujours ces enjeux d'alternance, ces enjeux de transition. Donc, on ne peut pas extirper la problématique de la longévité de M. Biya-Paul ou alors la problématique des défaillances de son régime, de la question anglophone ou alors de la pression de la communauté internationale. Parce qu'au fond, le régime de Yaoundé constitue l'un des acteurs phares de la crise anglophone. On est dans un système d'antagonisme. Nous avons d'un côté ceux qui sont contre le régime et de l'autre ceux qui sont pour le régime. Et pour résoudre la crise, il faut forcément qu'il y ait un dialogue entre les anti et les pros. Donc, si aujourd'hui on obtient par exemple la tête de M. Biya-Paul, je suis convaincu que beaucoup de choses pourront évoluer dans le solutionnement de la crise. Et certains pensent aujourd'hui que c'est lui le problème. Vous avez suivi M. Tibor Nagui, il avait été clair en disant qu'après le Soudan, c'est le Cameroun qui allait suivre. Parce que pour lui, il estimait que les problèmes que connaissent les Camerounais aujourd'hui, c'est du fait de la longévité ou alors de l'essoufflement du régime de M. Paul Biya. Donc il y a un lien très fort, mais j'aimerais rappeler que l'indépendance d'un État ne se décrète pas sur un plateau de télévision. Donc on ne bombe pas le torse sur un plateau en disant les Américains ne peuvent rien nous faire ou alors la communauté internationale ne peut rien nous faire. Il faut justifier des capacités de résistance, des capacités d'égalisation des rapports de force. C'est-à-dire que est-ce que le Cameroun aujourd'hui accumule assez de ressources symboliques, matérielles, pour pouvoir tenir tête à une pression internationale? Je pense qu'à cette question, il ne faut même pas trop réfléchir. Le Cameroun ne peut pas tenir. La preuve en est que la simple France met la pression au président Biya pour libérer M. Kamto. Contrairement à ce que M. Meka a dit tout à l'heure, le professeur Maurice Kamto a été libéré avant la fin du dialogue. Donc ça veut dire que ça ne faisait pas partie des quelques heures après avant la publication des propositions. Le grand dialogue était déjà fini, monsieur. Et dans ce climat de pression internationale, le Cameroun s'engage vers les élections régionales prévues en fin d'année 2020. Dans la perspective de ces élections, Edmond Kambia, il y a des formations politiques, en l'occurrence le MRC et le SDF, qui s'opposent farouchement à ces élections. Et là, il y a deux gouverneurs du littoral. Vous allez réagir, vous allez pouvoir vous exprimer tout à l'heure. Je voudrais dire, c'est important. Vous allez pouvoir, vous allez pouvoir parler tout à l'heure, André Luther. Permettez juste... d'abord que Edmond Kambia puisse dire un mot pour qu'on puisse évoluer dans le fil conducteur de l'émission. Edmond Kambia, interdiction de manifestations non déclarées jusqu'à nouvel avis dans les régions du littoral et du centre. Ce sont des mesures administratives qui viennent d'être prises au moment où le SDF, le MRC s'oppose aux élections régionales prévues en décembre 2020. Comment expliquer cette attitude des autorités administratives qui prennent des décisions visant à interdire des manifestations publiques non déclarées jusqu'à nouvel avis? Cette décision, on peut le comprendre et la trouver regrettable pour un État qui se proclame État de droit et un État qui parle de démocratie. Parce que ces mesures sont simplement antidémocratiques. Je dis bien antidémocratiques. Parce que
la Constitution et les lois permettent la liberté de manifester quand ça se fait dans les règles. Donc on ne peut pas prendre une telle mesure dans un contexte comme celui-ci. Cela montre à suffisance qu'effectivement le gouvernement est en train de répondre aux exigences, j'allais dire au préalable de deux formations politiques, d'abord le MRC et ensuite le SIF. Parce qu'il faut rappeler que ces deux formations politiques, par rapport à l'annonce régionale, avaient indiqué qu'ils n'y participeraient pas et qu'ils allaient même les boycotter. Et les deux formations politiques se rejoignent au moins sur 2 points. Parce que le MRC a conditionné sa participation à une éventuelle ou future élection, n'est-ce pas, au règlement de la crise anglophone, notamment à un cessez-le-feu. Ensuite, à la réforme consensuelle du système électoral. Et en cela, le SIF a rejoint le MRC en disant qu'effectivement, la crise anglophone est le point par lequel il faut trouver une solution juste et durable. Et la deuxième condition du SIF rejoint celle du MRC sur la réforme consensuelle de l'ensemble du système électoral. Sauf que le SIF a ajouté un troisième préalable, le débat. Pour une fois, le débat sur la forme de l'État. Parce que c'est devenu une question taboue. Jusqu'aujourd'hui, 4 ans après, il n'y a jamais eu au Parlement camerounais, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, un débat sur la forme de l'État. Et c'est regrettable. Parce que les parlementaires, d'après la Constitution, ce sont eux qui véritablement ont, n'est-ce pas, jouissent du mandat du peuple. Il y a le président de la République et le Parlement. C'est-à-dire ce sont eux qui doivent défendre le peuple. Quand le peuple se sent en insécurité, c'est les parlementaires qui doivent ouvrir le débat. 4 ans après, il n'y a pas ce débat. C'est en cela que je trouve intéressant ce troisième préalable du SIF. Et je voudrais dire que quand le gouvernement réagit ainsi, c'est pour répondre effectivement à ces conditions-là, à ces préalables que le SIF et le MRC ont annoncés. Mais c'est regrettable parce que ce n'était pas nécessaire. Après vous, Maître Moustapha Ngouana, quand des gouverneurs décident d'interdire toute manifestation publique non déclarée jusqu'à nouvel avis dans un contexte où le gouvernement est en train de préparer les élections régionales auxquelles vous avez indiqué que vous n'y participerez pas, comment vous appréciez de telles démarches? Il faut dire qu'on ne peut pas être surpris par la position qui est celle du RDPC parce que contrairement à ce qui est scandé par le RDPC, c'est un parti qui est résolument contre la démocratie. Il faut savoir que la démocratie lui a été imposée. Donc en réalité, nous évoluons dans un environnement de parti unique avec un saupoudrage démocratique pour pouvoir faire croire à la communauté des nations que le Cameroun est un pays démocratique, ce qui n'est pas véritablement le cas. Donc la liberté de manifester, Edmond l'a rappelé, c'est un droit qui est reconnu dans le préambule de notre Constitution. Il ne faut pas oublier que le préambule de la Constitution fait partie intégrante de la Constitution du Cameroun, dit l'article 65. Donc, je ne suis pas du tout surpris, mais il faut aussi dire que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp parce qu'on se rend compte également qu'un ministre de la République désormais utilise une espèce de sarcasme pour s'exprimer au président du SIF et à d'autres leaders de l'opposition, ce qui démontre un peu, c'est-à-dire que le niveau dans lequel on ramène le débat public au Cameroun. Donc, le SIF, nous sommes sur la position qui est la nôtre et nous allons la maintenir. Et je souhaite. Mais dans les rangs du RDPC, on estime que c'est parce que vous n'avez plus un électorat, une capacité de pouvoir engranger des postes de conseillers régionaux que vous êtes en train d'adopter cette position afin que les Camerounais évitent de voir le vrai poids électoral du SDF. Le SIF pendant longtemps a cru qu'il pouvait donner une chance au jeu institutionnel. Parce qu'il faut savoir que pendant longtemps, nous avions des résolutions qui nous intimaient carrément l'ordre d'aller à des élections et consorts et tout. Mais seulement, il faut savoir qu'il y a une limite à toute chose. Du coup, que nous avons atteint le bout du bout dans le cadre de cette espèce de mépris qui gouverne l'attitude gouvernementale. Parce que le gouvernement de la République du Cameroun est malheureusement un gouvernement on ne peut plus méprisant. Et une formation politique comme le SIF
connaît une grogne depuis des années. Il faut que je vous le dise. Au sein du SDF, il y a plusieurs voix dissonantes. Tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. C'est pas une secte ou bien une église de réveil. Au sein du SDF, il y a des personnes qui souhaitent que nous puissions retrouver cette authenticité qui faisait notre force. C'est-à-dire il faut que le RDPC soit attaqué de front. Parce que je crois que cet espèce de rapport institutionnel sur lequel nous avons cru qu'on pouvait surfer depuis les années 97 nous démontre à la réalité que le parti a fini par en pâtir. Le SDF, en réalité, en décidant de ne pas aller à cette élection, est en train de retrouver son authenticité. Nous étions un parti qui était véritablement frondeur. Et il faut dire qu'au sein du SDF, il y a encore ces militants authentiques-là qui souhaitent que le parti reprenne la place qui était sienne et que nous puissions revenir dans la contestation parce que, il faut le dire, le RDPC ne semble comprendre que le langage est de la contestation. Mais pourtant, les conseils régionaux sont importants dans l'architecture de la décentralisation. Dans un éditorial, Cameroun Tribune estime que c'est une clé qui va permettre de parachever les institutions de la décentralisation au Cameroun, raison pour laquelle il faut y aller. Ces élections. Il faut noter que le SDF n'a jamais été un parti centralisateur ou bien un parti qui croyait à la décentralisation. Dans les textes fondateurs du SDF, nous croyons au fédéralisme. Donc, les élections régionales telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, quels sont les textes qui organisent les rapports institutionnels entre les gouverneurs qui sont là et ceux qui seront élus demain? Donc, en réalité, c'est une grosse farce. Il n'y a pas de volonté réelle de lâcher du lest depuis 1996. Et on fait du saupoudrage permanent pour donner l'impression aux uns aux autres que nous sommes en train d'évoluer, alors qu'en réalité, nous faisons du surplace. Le SDF est un parti fédéraliste. Donc, ça veut dire que lorsque vous choisissez un candidat du SDF, vous savez que vous choisissez quelqu'un qui est pour le fédéralisme, qui est pour la libération des énergies, qui est pour qu'on puisse donner aux populations locales des différentes régions du Cameroun la possibilité de véritablement s'auto-administrer et qu'on ne laisse que les fonctions de souveraineté à l'État central. Donc, en réalité, c'est même d'ailleurs contre la philosophie réelle du SDF que d'aller même aux élections régionales. Et il faut dire que ces positions ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis toujours, le SDF a toujours réclamé qu'il y ait une réforme consensuelle du code électoral. C'est une bataille que le SDF a menée. Les urnes transparentes et autres, ce sont des batailles qu'on doit au SDF. Donc en réalité, les réformes qui sont sollicitées aujourd'hui, nous sommes heureux que le MNC également partage avec nous ce combat que nous menons depuis près de 30 ans pour qu'il y ait une véritable réforme du système électoral, qu'il y ait également une réforme de la forme de l'État pour que le Cameroun puisse véritablement s'inscrire dans la prospérité, dans la postérité. Parce que, voyez-vous, si nous restons dans la situation qui est celle d'aujourd'hui, et que le président de la République venait à partir de manière précipitée, je doute fort que nous ne puissions pas évoluer vers une balkanisation de notre pays. Je ne le souhaite pas. Je ne pense pas que quelqu'un sur le plateau le souhaite. Et il faut bien se dire qu'il n'y a personne, lorsque vous regardez l'architecture ou la technostructure administrative camerounaise, il n'y a pas, en dehors du président Paul Biya, une personne que les autres militants du RDPC pourraient suivre. Il y aura une implosion et les luttes de pouvoir vont certainement entraîner une déflagration qui va permettre aux anglophones et peut-être encore à d'autres régions du Cameroun de pouvoir s'autonomiser et fragiliser davantage le Cameroun. Il vaut mieux que les choses comme celle-là soient gérées de manière définitive par le président Paul Biya, qui puisse régler en réalité la question de sa succession en nous donnant des institutions fortes, comme disait le président Barack Obama. Malheureusement, nous n'en avons pas. Vous vous rendez compte que c'est 24 ans après qu'aujourd'hui on se retrouve en train de parler des élections régionales qui auraient dû avoir lieu depuis peut-être 97, parce qu'il y a eu des élections municipales en 97. Au terme de ces élections-là, on aurait pu aboutir au régional et qu'on sort en 96, on aurait pu aboutir à tout cela. Donc malheureusement, le SDF prend une position qui n'a rien à voir avec les calculs purement électoraux et autres. Nous aurions pu par exemple engager notre contentieux après les résultats qu'on a eu dans le Nord-Ouest, puisque c'était les mêmes causes, on avait les mêmes éléments et consorts, et on avait les preuves de les mêmes effets. Nous avons dit que comme ils sont dans une stratégie de pourrissement, désormais nous allons également leur faire front. C'est cette stratégie-là qui est en train d'être mise sur pied. Nous allons leur faire front et le SDF est prêt à reprendre la contestation. Et je fais partie de ceux-là, au sein du SDF, qui souhaitent qu'il y ait mutualisation des forces vives et véritables de l'opposition. Après vous, justement, Maître Moustapha Ngouana, André Luther Meuka, le gouvernement s'engage dans les élections régionales alors que deux formations politiques dont les leaders
ont été deuxième et quatrième à la dernière élection présidentielle. Ils exigent, les leaders de ces formations politiques, qu'il y ait une réforme du système électoral, qu'il y ait d'abord une résolution pacifique de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, un véritable débat sur la forme de l'État avant d'aller vers de nouvelles élections. Pourquoi le gouvernement refuse d'écouter l'opposition sur ces questions qu'elle estime importantes pour le Cameroun? Disons que je voudrais d'abord m'assurer que M. Kamga a repris ses esprits, parce qu'il hurlait carrément. Je voudrais également dire que ce n'est pas parce qu'on est un aîné qu'on a l'intelligence. Il m'a ressassé pleinement toutes les règles après la Société des Nations que les Nations Unies avaient mis pour balkaniser l'Afrique et pour gérer l'Afrique. Donc, moi, je ne suis pas surpris de lui dire qu'il est dans une contradiction en célébrant Oumniobé et en relayant effectivement des propos des colonisateurs. Je voudrais également dire, en ce qui concerne la question que vous m'avez posée, vous dire qu'il est évident que en politique, c'est la compétition politique. Et en politique, on parle de marché politique. Vous conviendrez avec moi que le MRC n'a plus de marché politique, le MRC n'a plus de relais, c'est-à-dire ils n'ont plus, n'est-ce pas, des élus qui peuvent leur permettre de pouvoir s'imposer à cette élection. Il en est de même, n'est-ce pas, du SDF qui effectivement s'est rapétit et qui n'a pas le poids nécessaire pour pouvoir participer aux élections régionales. Donc, en stratégie, c'est tout à fait normal qu'ils, n'est-ce pas, reculent parce qu'ils partent dans une élection où ils n'ont pas d'éléments, ils n'ont pas de poids politique pour pouvoir s'imposer. Auquel cas, on se poserait la question comment un parti politique qui a participé aux élections présidentielles, aux élections sénatoriales, aux élections municipales et législatives, vient effectivement, quand il s'agit du couronnement de la décentralisation des régionales, n'est-ce pas, pouvoir se retirer. Et je voudrais dire à la gouverne des Camerounais que tout ce que ces hommes politiques ont demandé est en train de se réaliser sur le plan politique. Je crois que pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, il y a eu l'élection des maires des villes. Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, il y aura l'élection des présidents des régions. Il y a la révision du système électoral qui est demandée au lendemain de la présidentielle d'octobre 2018. Le gouvernement a fait fi de cette revendication qui était également une proposition d'Elecam, qui est également une proposition des partenaires institutionnels du Cameroun, parmi lesquels le Parlement de l'Union européenne, le Conseil européen et même les États-Unis et la France également à travers son ambassadeur, qui dit être favorable à une réforme consensuelle des différentes étapes du processus électoral. Pourquoi cette question n'est pas abordée et traitée de façon consensuelle entre le pouvoir en place et les partis de l'opposition? Je crois que le code électoral ne se forge pas, ne s'écrit pas dans la rue. Le code électoral s'écrit au Parlement, notamment dans le cadre, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et malheureusement, en ce qui concerne ces partis politiques, la société civile, ils n'ont pas pris la peine de savoir que lorsqu'on participe aux élections législatives et aux élections sénatoriales, on envoie des mandants qui sont, n'est-ce pas, dans la démocratie représentative, ceux qui peuvent, n'est-ce pas, peser de tout leur poids pour inscrire cela à l'ordre du jour, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Donc, là encore, effectivement, l'échiquier politique, nous la gérons et je crois qu'il est important aujourd'hui de finir d'abord avec tout ce qu'il y a comme échéance politique à l'immédiat, notamment les élections régionales qui vont nous permettre d'avoir tout le statut nécessaire. Et je crois que cela va même apporter d'autres intelligences parce que les présidents des régions, le conseil régional apportera d'autres idées qui vont permettre de mûrir les propositions, n'est-ce pas, qui peuvent éventuellement, si cela est inscrit à l'Assemblée nationale, peuvent apporter, n'est-ce pas, un certain nombre d'améliorations par rapport à ces propositions-là. Mais pour être sérieux, on ne peut pas faire la démocratie sans le respect des règles, sans le respect des lois. On ne peut pas faire la démocratie dans le libertinage. En ce qui concerne la note, n'est-ce pas, du gouverneur, il s'agissait effectivement de dire que toutes les manifestations qui doivent avoir lieu
doivent être déclarés, tout simplement. Ce n'était pas une interdiction, c'était effectivement un rappel de ce qui est, c'est-à-dire qu'il faudrait déclarer les manifestations. Ce n'est pas ce que dit la note. La note interdit les manifestations. Non déclarées. La note interdit les manifestations. Non déclarées. Les manifestations sont interdites. Non. Sont interdites. Sous quelque forme que ce soit, elles sont interdites. Non déclarées. Elles sont interdites. Et c'est inacceptable en démocratie. En d'autres termes, pour vous, le Cameroun doit mobiliser les énergies pour les élections régionales ou alors mobiliser ses énergies pour résoudre la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a vu qu'il y a un calendrier qui s'est mis en place avec des précisions sur les organisations des élections régionales, convocation du collège électoral, dépôt des candidatures, examen de ces différentes candidatures et la désignation des différents bureaux de vote. Pourquoi il n'y a pas la même célérité dans le traitement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? La priorité, c'est quoi? Les élections régionales ou alors la résolution de la crise, selon vous? Bon, je vais vous répondre comme un enfant de 6 ans parce que je vois M. Edmond Kangi a jubilé. Les élections régionales sont la solution à la crise anglophone. Parce que effectivement, il y aura des présidents des régions, il y aura un conseil régional avec toutes les instances que j'ai citées, notamment la House Chief, la House of Divisional Representative Chief, qui vont effectivement prendre le destin du nord-ouest et du sud-ouest en main, et cela va écarter et larguer un peu les problèmes d'autonomie. La guerre va s'arrêter. Après vous, André Luther, avec vous, Aristide Monod, les régionales sont-elles la solution à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Non. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il faut faire un distinguo entre la crise anglophone et le problème anglophone. Aujourd'hui, ce qui est fait en ce qui concerne l'implémentation de la décentralisation, c'est pour résoudre le problème anglophone. Voilà, c'est la recherche du solutionnement de la question anglophone à travers ce qu'on a appelé le statut spécial, qui s'affirme comme un demi-fédéralisme. Donc, qu'on nous croit aux 2 régions anglophones du Cameroun. Donc, pour résoudre la crise, c'est un autre débat. La crise intègre 2 choses. Soit l'État décide de prendre la puissance de l'État pour aller déloger, aller domestiquer les velléités sécessionnistes sur le terrain, soit l'État rentre dans le dialogue. Et pour le moment, l'État a fait preuve de beaucoup de faiblesses. L'État n'a pas des moyens pour résoudre militairement la crise. Alors la seule solution qui reste à ce dernier, c'est tout simplement le dialogue. Donc, le régionalisme, c'est pour répondre à la question anglophone. Et il y a deux partis politiques, le MRC, le SDF, qui s'opposent à ces élections. Le RDPC estime qu'ils n'ont aucun poids électoral pour que leurs revendications puissent être entendues. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela peut influencer l'échiquier politique dans la perspective de ces élections régionales? Déjà, il faut dire que la question de la réforme du code électoral dans le cadre des régionales est, ma foi, cette question est inopportune parce que, quelle qu'en soit la révision qui sera faite aujourd'hui, le RDPC totalise un électorat acquis à sa cause. Donc, il n'y a pas de débat sur ce plan. Le RDPC et les partis alliés vont s'arroger la totalité des institutions régionales. Donc, même si on modifie le code électoral, peut-être ça sera pour des élections populaires, parce qu'on a affaire aux grands électeurs, ce sont des grands électeurs qui votent. Et lorsque vous regardez le profil de tous ces grands électeurs, c'est en majorité ceux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou des partis alliés comme l'UNDP de Bello Bouba. Donc, de ce côté-là, il faut qu'on s'entende. Ce n'est pas réalisme que ces partis qui n'ont rien à gagner dans cette histoire se décident de se retirer. Maintenant, est-ce qu'il y aura une certaine influence par rapport à la démarche? Je pense que c'est la démocratie camerounaise qui prend un grand coup. Parce que là, on va présenter aux yeux du monde une démocratie fermée, une démocratie monopolistique, une démocratie autoritaire, une démocratie qui est dans le one way, c'est-à-dire gérée
par un seul ordre, de manière quasi totale. C'est notre démocratie qui prendra un coup. Dans les autres partis politiques n'existent pas. Et maintenant, en ce qui concerne l'impact du boycott actif, parce qu'il faut le rappeler, c'est un boycott actif annoncé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, parce que le boycott simple signifie tout simplement on s'arrête et puis on ne prend pas part à ces élections. Or là, il faut manifester pour exprimer le boycott. Donc le boycott actif pourra avoir une certaine incidence. Certains ont toujours pensé que le MRC était un petit parti. Ils ont raison sur le plan organisationnel, sur le plan de la mobilisation des ressources. Au niveau de l'emprise territoriale, le MRC ne revendique pas le même poids que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est d'ailleurs un poids plume sur ce plan-là. Seulement, au niveau de l'efficacité, de la performance de son action, le MRC est aujourd'hui ce qu'on peut qualifier de parti Kirikou. C'est-à-dire un parti qui, malgré sa taille, continue à nuire, à faire perdre le sommeil à son principal adversaire. Au point de rentrer dans des confusions entre l'État et le parti, comme on l'a vu avec cette note prise par des gouverneurs. Cette note qui consacre, en fait, ce concubinage à ciel ouvert entre l'administration et le parti au pouvoir. Pourquoi il faut donc faire... Parce que les gouverneurs disent qu'il faut simplement... que c'est un rappel, hein, il faut faire... Selon André Luther, un rappel d'interdiction de manifestation publique non déclarée jusqu'à nouvel avis. Cette tautologie est bien calculée. Cette tautologie a une cible bien maîtrisée. Et je vous dis, il faut faire extrêmement attention parce que du côté de l'État, même si dans la parole publique, on estime que le MRC, c'est un petit parti, à l'intérieur, on reconnaît que c'est un parti Kirikou. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas réduire le MRC au nombre de militants. Il faut réduire le MRC, il faut voir le MRC comme un mouvement. Le MRC, c'est le mouvement des frustrés, des années de crise. Le MRC, c'est le mouvement qui rassemble tous ces acteurs, toute cette jeunesse qui, à un moment donné, se rend compte qu'elle est totalement lésée. Alors, il faut faire extrêmement attention. Même la base, parce qu'il y a certains qui ont toujours affirmé que la base était une partie en annexe du MRC. Non. Les gens qui se lèvent pour suivre le MRC, ce n'est pas forcément parce que le professeur Maurice Kamto est un leader pour eux ou alors parce que le MRC a une bonne idéologie. C'est tout simplement parce qu'ils se reconnaissent dans le combat qui est porté par Maurice Kamto. En fait, c'est la communauté, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans son approche élargie, c'est la communauté des Biya Mosgo. Et il faut donc faire attention parce qu'aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto est en train de chercher le détonateur. Il y a déjà assez d'éléments. Il y a des sectorisations, des frustrations. Vous avez vu, lorsqu'il fallait rendre hommage à l'enseignant qui avait été tué du côté de Colbison, vous avez vu comment le processus avait été émaillé de beaucoup de manifestations. Donc, les enseignants ont posé immédiatement d'autres problèmes. Aujourd'hui, vous avez les syndicats qui montent au créneau. Vous avez aujourd'hui le tribalisme qui est en train de connaître une inflation. Le Cameroun aujourd'hui, ceux qui ont toujours estimé que c'est un pays de paix, sont dans des faux stéréotypes. Et que devrait faire le gouvernement pour justement juguler tous ces problèmes? Je pense que pour ce qui est des régionales, le gouvernement ne peut rien faire. Le vin, je pense, a été servi. Maintenant, il faut s'attendre à une probable réaction du MRC ou alors des autres partis de l'opposition avec des risques. Comme je l'ai dit, le Cameroun, c'est un volcan qui est en train de somnoler, tout simplement. J'aimerais partager avec vous à la fin de cette émission ce droit de réponse du coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir, Philippe Nanga, tenu à réagir à la suite de l'intervention de Dame Jacqueline Koyok,
Invitée sur le plateau de droit de réponse le dimanche 30 août 2020, elle a fait une déclaration grave, selon Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir. Durant cette émission, Madame Koyok Jacqueline accuse Philippe Nanga d'avoir menti à l'ambassade des États-Unis au Cameroun sur un projet de renforcement des capacités des jeunes en matière de participation politique. Elle a déclaré qu'il a reçu 280 millions de francs CFA de l'ambassade des États-Unis, une somme détournée pour d'autres fins, car cette dame affirme que Philippe Nanga n'a ni qualité ni compétence pour s'exprimer sur la situation du Cameroun. Dans un droit de réponse, Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir, déclare qu'il n'a jamais reçu de l'ambassade des États-Unis un financement de 280 millions de francs CFA. Par ailleurs, cette ambassade, représentation diplomatique au Cameroun d'un pays ami, est un partenaire de l'ONG Un Monde à Venir. Selon Philippe Nanga, la déclaration de Madame Jacqueline Koyok relève de la calomnie, du mensonge et de la diffamation. Et à cet effet, le coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir se réserve le droit d'une poursuite judiciaire à l'encontre de Madame Jacqueline Koyok. C'était là, en substance, la réaction de Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, maître, d'être venus sur ce plateau, maître Moustapha Ngwana et Aristide Mono, d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, messieurs, André Luther et Edmond Cambia, d'être venus sur le plateau de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.